suis pas content, il y a Dupond-Moretti qui se fait harceler. Mais oui, Éric Dupond-Moretti, il se fait harceler. Heureusement que ses amis de la Cour de justice de la République sont là pour le protéger, hein. Ah, il vient d'échapper de justesse à une nouvelle enquête. Pourquoi il y a marqué 2 nouvelles enquêtes? Non, mais c'est une erreur de typo, il n'y a pas 2 enquêtes. Oh putain. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un tel niveau de corruption qui ferait pas lire de honte Nurgle lui-même, que maintenant vous êtes obligé de faire les enquêtes 2 par 2. Oh putain, non mais là ça devient catastrophique là. Je veux dire, c'est pas possible. En même temps, c'est normal. On est à 9 mois de la fin. Hein, s'ils veulent donner l'impression aux Français qu'ils font vraiment quelque chose pour la République exemplaire, traduction, le temps que la Cour de justice de la République imprime 50 récipicés de fonds de non-recevoir, là, il faut attaquer maintenant. Ils ont tellement de casseroles au cul. Enfin, quoi qu'il arrive, tout ça, c'est pas une raison pour harceler ce pauvre Éric Dupond-Moretti. Il en a déjà une au cul d'enquête, là. Il sort à peine de perquisition. La perquisition a pris fin aux alentours de minuit. 15 heures de fouille dans le cadre d'une enquête visant le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, soupçonné de conflit d'intérêts. Les enquêteurs ont parfois mis plusieurs heures à saisir certaines pièces. Concrètement, il est reproché au garde des Sceaux d'avoir usé de ses fonctions de ministre dans des dossiers qu'il avait traités en tant qu'avocat. 2 dossiers sont à l'étude. Le premier concerne l'affaire dite des fadettes. Septembre dernier, le garde des Sceaux lance des poursuites administratives contre 3 magistrats du parquet national financier. Des magistrats qui avaient participé à une enquête préliminaire visant à identifier la taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. Un autre dossier intéresse les enquêteurs, celui du magistrat Édouard Levrault, un juge d'instruction à Monaco. À peine nommé ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti avait lancé une procédure administrative à son encontre. Objectif, dénoncer les méthodes de ce magistrat dans un dossier où il défendait un policier. Alors vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur la perquisition et la mise en examen de Éric Dupond-Moretti. Et je suis désolé, on va mettre les vannes de côté 2 minutes parce qu'il y a un moment où je suis désolé, je suis fidèle à mes principes et non, pour moi, Éric Dupond-Moretti n'est pas coupable. Je respecte totalement et intégralement le principe de présomption. Pardon. Non, je peux pas. Mais non, mais j'y arrive pas. Mais parce que t'as vu sa gueule, putain. Est-ce que t'as vu sa gueule? Il est coupable, on le sait qu'il est coupable, le mec, putain. Je sais, c'est pas bien d'aller dans cette direction, mais le mec s'est rasé 3 fois dans sa vie. Il renifle toutes les 2 secondes. Je veux dire, il pue le whisky, il a les yeux injectés de sang. Il peut pas passer 2 secondes sans avoir une clope au mec. Il a gros les gens dans la rue, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te niquer. Mais il est foigné. Ça se voit qu'il y a de la coke et des putes. Je veux dire, au bout d'un moment, les plus grands dealers de Paris ont son numéro de téléphone. Au bout d'un moment, c'est plié, puis c'est marre. Sans déconner, dis-moi qu'il a pas une gueule à jouer dans un film d'Olivier Marchal, quoi. Je veux dire, c'est plus une tronche qu'il a, c'est une série française. Le problème d'Éric Dupond-Moretti, c'est que sa torgne est contraire au principe de présomption d'innocence. C'est pour ça qu'il s'en sort pas. Bon, c'est vrai que la présomption d'innocence, il l'insulte un peu en oubliant de déclarer 300 000 balles. Ça, je dis pas, mais le mec part mal. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont mis 15 heures à faire la perquisition de son appartement. Ils ont passé 15 heures chez lui, putain. Ils ont fait ouvrir, c'est ce qu'a dit son avocat, des coffres-forts qui dataient de la guerre froide. Ils avaient plus les clés. Mais ils ont pas lâché l'affaire. Le mec qui dirigeait l'enquête, il était là, il dit, j'en ai rien à foutre. Tu me fouilles tout. Les coffres-forts, l'autre c'est Houdini, putain. Il nous a mis une pute dedans. Les enquêteurs ont découvert des coffres-forts, qui sont des coffres-forts qui sont au ministère depuis les années 60 et dont plus personne n'a les clés. Et donc il a fallu requérir des serruriers qui sont intervenus avec des perceuses pour réussir à les ouvrir et découvrir qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Et son avocat, il en rajoute une couche en disant « Ouais, c'est du harcèlement ». Non, mais c'est pas du harcèlement, hein. C'est la procédure normale. Je faisais des blagues à 2 secondes, mais une perquise de ce niveau, c'est tu fouilles tout. De la cuvette des chiottes au faux plafond, en passant par les coffres forts, de la guerre froide, de la guerre chaude, de la guerre tiède, de la guerre ce que tu veux. Alors je sais que vous êtes plus vraiment habitué à la normalité des procédures, mais je veux dire, Benalla, c'était une exception, hein. C'était pour couvrir un secret d'État, on est d'accord. Le coup du « oh merde, on peut rien faire, on va pas au bout parce qu'on n'a pas les clés », normalement, ça n'arrive pas. Dis donc, je sais pas ce qu'ils ont, la République En Marche en ce moment, mais ils les collectionnent, hein, entre Dupond-Moretti et Agnès Buzyn, bah oui, parce qu'elle aussi, elle vient d'être mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour la Cour de justice de la République, il y avait des éléments suffisants pour cette mise en examen. Agnès Buzyn qui a passé de longues heures à être entendue, elle est arrivée peu avant 9 h ce matin avec un visage plutôt ouvert et la mine confiante. Elle est repartie avec un visage fermé, sans un mot pour les médias. Cette mise en examen intervient
après donc cette audition par la Cour de justice de la République qui avait reçu un certain nombre de plaintes, des milliers de plaintes. Elle en a jugé recevable une quinzaine qui concerne donc cette pandémie et cette gestion de la pandémie, notamment par Agnès Buzyn avant qu'elle ne quitte son poste de ministre de la Santé. Des plaintes qui concernent le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel pour les soignants, pas suffisamment de masques pour les populations, et puis tous ces errements autour du fait de porter un masque ou non. Des plaintes qui concernent aussi les clusters qui n'ont pas suffisamment été mis en quarantaine suffisamment tôt. Tous ces éléments, eh bien Agnès Buzyn a tenté d'expliquer que tout ce qui pouvait être fait à l'époque avec la connaissance qu'on avait de la maladie et les moyens qu'on avait a été fait. Ça n'a pas été suffisant pour convaincre aujourd'hui. Elle est donc mise en examen ce soir. Oh là 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 là, ce harcèlement, mais c'est plus possible à la fin. Heureusement qu'il reste des gens intègres, des gens courageux, comme Sacha Houlié, député de la République En Marche, qui a immédiatement, bien évidemment, défendu Agnès Buzyn. Cette décision crée en effet un précédent dangereux, comme l'a souligné très justement Sacha Houlié. Attends, t'es en train de dire que être responsable de ces actes crée un précédent dangereux? Putain, tu l'as balancé où celle-là? Non, mais je veux dire, tu l'as balancé à France Inter avec 2 gardes du corps ou tu l'as balancé dans la rue face aux vrais gens? Non, parce que je veux dire, encore une fois, voilà, vous allez gueuler, mais je veux pas en revenir au physique, et c'est promis, c'est la dernière, mais tu peux pas. Bah, à cause de ta tête, mec. Putain, je te jure, tu vas te faire taper. On dirait le petit copain d'Annette dans Le miel et les abeilles. Même moi, je trouve que tu manques de testo, camarade. Je veux dire, au bout d'un moment, balance pas ça à la gueule d'un gilet jaune, hein. Avec la tente que tu te paies, je peux te dire que Joe le Prolo, lui aussi, hein, il va pas vraiment se sentir responsable de ses actes. Bon, après, attention, hein, je suis pas médium, mais faites pas d'illusions non plus, hein, que ce soit Agnès Buzyn ou Éric Dupond-Moretti, on est bien parti pour un gros hashtag il y aura rien des familles. Hein, qu'est-ce que tu dis? Comment ça, c'est pas sûr? Bah si, c'est la fin du quinquennat bientôt, là, donc je veux dire, ils auront pas le temps de boucler les dossiers. Comment ça, Macron, il veut accélérer la justice? Quoi? Simplifier, oui, ça va, on a compris. Emmanuel Macron annonce la réécriture du code de procédure pénale. Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Ah bah là, non, là, je suis d'accord avec Postaka. Il faut simplifier. Ah bon, simplifier. Tu vas aller chercher, t'aiguises la guillotine et paf. Alors franchement là, moi je trouve que notre leader suprême, je veux dire, non, ça se sent, tu vois, qu'il commence à se mettre à la place des gens. En même temps c'est la fin, ce sera bien de commencer. Mais non, là tu vois, ça se voit que ça devient un président normal. Si, déjà je l'avais vu. Tu sais quand il était à Marseille pour parler d'insécurité, il était président normal. Mais bien sûr que si, il était président normal. Il a fait de la goélette. Donc oui, ils ont fait faire à Postaka de la goélette. T'es comme ça, sur sa goélette, Postaka. Hein, regarde, il est pas beau notre président normal. Ouais, enfin bon, presque, mais en même temps, c'était une surprise pour personne. Bah, qui nous menait en bateau. Ouais, bah ça, c'est la reprise, on débarque comme on peut. Bon, bien évidemment, trêve de galéjade, notre président était sur place pour proposer des choses concrètes pour lutter contre la délinquance. Des projets très concrets identifiés, l'automatisation du métro, la création de 4 lignes de tramway et de 5 lignes de bus. C'est pas vrai. Ils ressortent les bus Macron, t'as vu? Ah, ils reviennent aux fondamentaux de la loose, dis donc, il y a vraiment plus rien. Bon, après, quand même, notre leader suprême a également parlé de développement pour la ville, et c'est ça le plus important. Il était là également pour exposer son grand projet de rénovation pour Marseille. Emmanuel Macron a présenté son école du futur à Marseille. Il a notamment fait savoir qu'il souhaitait l'ouverture de 10 micro-collèges et de 10 micro-lycées à Marseille pour la rentrée scolaire de 2022. Je souhaite que dès la rentrée 2022, il y ait 10 micro-collèges pour les... Oui, mais c'est pas la peine de le redire, les pigistes. Je sais que vous êtes payés à la ligne, mais là, ça se voit. Donc, du coup, c'est des micro-collèges. C'est des micro-collèges et des micro-lycées. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, parce que moi, j'ai pas fait de bac économique, j'y connais rien. C'est question de microéconomie, de macroéconomie. Donc, je crois que quand c'est pour l'école, c'est micro, c'est ça. Et quand c'est les cadeaux aux banques, c'est macro. Mais c'est... Bon, après, je sais pas. En tout cas, je suis pas loin de penser, par contre, que chez toi, il y a un truc qui doit être méchamment micro depuis pas mal de temps, là, et que t'as décidé de faire chier la France entière à cause de ce truc-là, mais ça commence à se voir. Après, petite bite ne fait pas moins grand homme, comme aurait dit Nicolas Sarkozy, notre leader suprême, a tenté de revêtir les habits de président de la République, toujours malheureusement trop grand pour lui, afin de souiller, de rendre hommage, à la mémoire de Ryan, 14 ans, mort à Marseille. Nous avons tous été bouleversés quand un jeune garçon de 14 ans a été abattu. Et évidemment, la réponse est sécuritaire. Mais la réponse, elle est aussi éducative et familiale. Parce que ce qui est insupportable, c'est qu'un jeune garçon de 14 ans se retrouve
hors de l'école. Oula, putain, y a rien qui va. Emmanuel, bon, déjà, Inkipit, te voir donner des leçons sur le comportement à avoir quand on a 14 piges. Voilà, moi personnellement, ça me fait doucement rigoler. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais quand tu dis, ouais, c'est un scandale parce qu'il était pas à l'école et tout, il est mort en vacances. À 22h en fait. Donc théoriquement, je veux dire, il était pas, sa place, c'était pas à l'école. Peut-être que toi, à 22h, à son âge, sa place, c'était à l'école. On ne sait pas pourquoi. Mais lui, non. C'est là où je commence vraiment à avoir de la compassion. Hein. Pour Emmanuel Macron, non, pas du tout. Mais non, mais pour Nicolas Bedos. Mais non, parce que là, tout le monde lui tombe sur la gueule en ce moment, au pauvre. Parce que oui, OSS 117.3, c'est de la merde. Hubert Bonisseur de la Batte, on le reconnaît pas et tout, machin. Mais ouais, mais l'autre, il fait des efforts, il fait des efforts. Ça fait 2 ans qu'on a un spin-off à la télé tous les jeudis. Donc l'autre, il fait ce qu'il peut, mais il pouvait pas faire des miracles non plus. Après, attention, je suis pas un monstre, hein, et je veux bien totalement accorder des circonstances atténuantes à notre leader suprême. J'oublie pas que Macron était à Marseille, et que sa découverte des produits locaux s'est probablement pas arrêtée à la bouillabaisse. Mais bon, je veux dire, à un moment, là, niveau débit de conneries, t'es dans la catégorie mitraillette. Face à ces réseaux organisés, face à des trafiquants qui non seulement rendent la vie difficile, mais n'hésitent plus à tuer des innocents, de plus en plus jeunes, à intimider, à racketter, tout ça ne suffit plus. Et donc c'est une véritable traque, une politique de harcèlement des trafics qu'il nous faut conduire. Voilà, par exemple, là c'est un problème, hein, le registre de langage que tu utilises, parce que une guerre de harcèlement, ouais. En général, on mène une guerre de harcèlement quand l'armée ennemie occupe déjà totalement le territoire. Voilà, en termes de registre de langage, c'est complètement raté. Et donc vous l'avez compris, je ne viens pas ici faire des promesses. Ah bah heureusement, après le pass sanitaire, ce sera malvenu quand même. Je viens prendre des engagements en demandant. Bah oui, moi je veux bien, mais le problème c'est que c'est toujours nous qui devons commencer dans ton histoire de donnant-donnant là. Hein, puis nous on a la loi pour nous y forcer, alors que toi pas du tout. Bah ouais, par exemple quand t'attaques en justice un mec et qu'il se prend 10 000 € d'amende pour t'avoir représenté grimé en Adolf Hitler sur 2 putains d'affiches, j'ai pas véritablement l'impression qu'on soit dans une répartition équitable des responsabilités. Le président qui a décidé de porter plainte après la diffusion d'affiches qu'il représentait en Hitler. Pas question de laisser passer ça, hein, pour Emmanuel Macron. Oui, c'est effectivement un afficheur varois qui est à l'origine de ce photomontage. Il est visible sur 2 grands panneaux publicitaires à la Seine-sur-Mer et à Toulon. Alors bien sûr, on a décidé de ne pas montrer cette image car elle est choquante. Et pas question de laisser passer ça pour le président, ses propos injurieux, là ça passe pas. Non, ça passe pas. Et vous savez, Emmanuel Macron, il a souvent l'habitude de dénoncer la dégradation du débat public, l'affaiblissement de la démocratie. Et sans lui, ça passe souvent par des renoncements face à ce type d'injures. Cette fois, c'est l'image même du président, au-delà de sa personne, qui est mise en cause. Et il a décidé d'agir. C'est pas le premier dérapage que l'on voit chez la frange radicale du mouvement anti-pass sanitaire ou anti-vaccin. Et l'exécutif, Julie, ne veut pas laisser s'installer en fait un sentiment d'impunité dans le pays. Tu vois, là, si tu gagnes, tu gagnes, mais si tu perds, tu es président, donc il n'y a pas de procédure abusive. Et puisqu'on en est à parler d'abus, bah, on pourrait aussi aborder le sujet de l'escape game de Toulouse. Ah oui, alors ça c'était merveilleux les copains, c'est tombé cet été, donc tout le monde est littéralement passé à côté, et puis surtout, bah, c'est passé un peu en dessous de cette histoire de caricature d'affiche de Macron. Hein, parce qu'il a beau nous dire non, mais c'est un cas de figure exceptionnel, c'est loin d'être le cas. Donc alors attention, vous allez voir, c'est merveilleux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la géante d'un escape game à Toulouse, un vrai, hein, pas un truc qu'elle bricole dans sa cave et tout, je veux dire, c'est son métier, c'est son travail. Donc elle proposait plusieurs scénarios pour les participants, et parmi ces scénarios, il y en avait un dans lequel Emmanuel Macron était fait prisonnier par des gilets jaunes. Et donc toi, tu devais essayer de le libérer. Et à la fin, il y avait 3 scénarios possibles, enfin il y avait 3 fins possibles. La première, c'est que tu parvenais à le libérer. La seconde, c'était que tu le faisais condamner par la justice. Et la troisième, c'est que tu le tuais. Alors attention, hein, tuer, ça veut dire que si tu le fais condamner par la justice, tu brandis un code civil. Et si jamais tu veux que Emmanuel Macron meure, tu brandis l'objet cocktail Molotov. Mais tu lui jetais pas à la gueule, tu t'acharnais sur personne. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste voilà, une façon de conclure l'histoire. Bien sûr qu'elle a fait de la garde à vue. Sinon c'est pas drôle. Alors coup de bol pour elle, elle est passée in extremis à côté de la condamnation, mais le juge a exigé qu'elle modifie intégralement son scénario. Oui, c'est-à-dire qu'en fait en France déjà il y a 10 ans, il y avait des juges d'instruction qui disaient aux humoristes qu'ils devaient mettre dans leur sketch, mais maintenant on a des juges qui te disent que tu dois mettre dans tes parties de JDR. Donc voilà, le donnant-donnant en général, ça commence par essayer de se mettre à niveau d'égalité des gens et pas de les baiser parce qu'on a un petit sceptre en or entre les mains. Bon bref, Emmanuel, c'est pas grave, on va repartir depuis le début. Est-ce qu'on pourrait commencer par la base? Est-ce que tu pourrais nous expliquer au moins la raison pour laquelle il y a des problèmes de violence à Marseille? Parce que c'est pour ça que t'es venu, et dans plein d'autres villes en France. Tu peux? Bon bah vas-y. C'est la faute d'une action collective qui n'arrive pas à s'organiser et se faire. Oula, j'ai l'impression qu'on est parti pour un bel exercice de branlette encore. Non, attends, c'est pas moi, vas-y, on lui laisse une chance. Et je suis frappé de voir qu'il y a tout à la fois une énergie incommensurable, une jeunesse inédite en France,
et une si grande difficulté à définir ce qu'est l'intérêt général de la ville comme de la métropole. C'est ça le problème qu'il y a à Marseille. Oh, le niveau de fapping mental. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Mais c'est quoi encore? C'est encore un truc mi-quantique, mi-Heidegger, mi-pensée profonde, mi-pensée printemps, avec l'espace, l'urbanité. Mais ferme-la! Et donc du coup, comment est-ce que l'État fait pour régler ce problème alors? Et ça n'est pas l'État qui peut le régler. Ah bah il fait pas, parce que c'est pas à lui de le faire, du coup, à l'État, du coup, parce que Macron est un libéral, un jour sur deux, hein. Et avec un comportement pareil, il était évident que l'opposition allait rentrer immédiatement, attaquer Emmanuel Macron, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a tiré le premier en s'en prenant de façon extrêmement vigoureuse à Emmanuel Macron. Soyez rassurés, La République En Marche a envoyé sur les plateaux de télévision ses meilleurs éléments pour défendre notre leader. Oh putain, non, je le sens venir. Jean-Luc Mélenchon, hier, député de Marseille, il a été reçu, il a eu un échange avec le président, il a dénoncé le pèlerinage des promesses. Il l'a dit dans un style relâché, volontairement. Le gars va promettre des trucs qui n'auront pas lieu. Voilà, le commentaire. Notre vocabulaire soutenu en cette période de rentrée scolaire. Non, t'es sérieuse? C'est ça ton argument? T'as osé nous la servir sans perdre une dent? Genre, il pourra avoir un langage un peu plus châtié quand même. T'es bonne, salope, je te baisse par derrière. Oui, mais remarque, tu me diras quand elle a fait ça, peut-être que c'était pas la rentrée des classes aussi. Ah non, à la rentrée des classes, c'est pas pareil. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre beau pays a été victime d'un véritable coup de Trafalgar de la part de ces traîtres australiens. L'Australie qui s'était engagée à commander une grande quantité de sous-marins militaires français pour une somme astronomique. Le gouvernement parlait de contrat du siècle. Eh bien, mauvaise nouvelle à la dernière minute, l'Australie a décidé d'annuler purement et simplement sa commande pour se tourner vers du matériel militaire américain sous le regard stupéfait de l'ensemble des éditorialistes et politiciens français qui semblent découvrir assez étrangement que l'impérialisme américain ne s'est pas arrêté avec le mandat de Donald Trump. Mais heureusement, soyez rassurés, à l'époque où règne le politiquement correct, notre leader suprême n'a pas eu peur d'employer des mots durs, des mots difficiles et a qualifié l'acte australien de double baffe. Tenez-vous bien, donc du coup, je suppose que ça va être 6 mois de prison. Bah si. Quand pose caca, il se prend une bafoudette dans la gueule, c'est 3 mois. Donc là, normalement, c'est toute l'Australie en tôle pendant 6 mois, non? Ah bah non, ils ont juste rappelé les ambassadeurs. Bon, en même temps, quand même, c'est déjà ça, Cocorico, non? Je veux dire, les autres, ils ont dû avoir l'âge coumoune, non? Ah bah non, ils s'en battent les couilles, en fait, donc c'est très bien. Bon, en même temps, d'un autre côté, c'est pas vraiment surprenant. Que le capitaine du Titanic arrive pas à vendre de bateau. Non, là, c'était pas... T'es vraiment salaud, en fait. Je suis pas content.